variés. Aujourd'hui, nous allons parler de cette question qui se trouve dans la bouche de tout le monde, la mise en accusation du chef de l'État. Nous allons parler également de réformes électorales initiées, entre autres, par le groupe des 13 personnalités pour l'ensemble des députés. Nous allons parler également de la présence en Ituri des miliciens du Codeco qui sont une centaine d'après certaines sources pour exiger la libération de l'heure et la ville de Bunia en particulier est en ébullition. Nous allons parler également de cette histoire des coronavirus. Vous le savez, le gouvernement a institué que tous ceux qui voudraient sortir du pays pour un autre pays ou pour d'autres régions d'avoir le certificat négatif du test contre le coronavirus, mais il y a déjà des dérapages. Pour en parler, je reçois avec honneur dans cette émission Monsieur Chérubin Okende. Il est secrétaire général adjoint de Ensemble pour le changement. Il est député élu. Il est, pour ceux qui suivent régulièrement cette émission, un habitué de cette émission, mais depuis près d'une année et demie, je ne l'ai plus reçu dans cette émission pour des raisons évidentes. Moi-même, j'avais été malade et lui était plus préoccupé dans ses affaires politiques. Bonjour, bonsoir, monsieur Chérubin Okende. Bonsoir, cher ami. Vous avez oublié un autre détail. Je suis président du Front social des indépendants républicains. FCIR. Exactement. C'est très important, effectivement, de le dire. Et votre parti politique se porte bien aujourd'hui? Bon, dire il se porte bien, c'est peut-être trop dire. Nous sommes dans une turbulence politique qui ne dit pas son nom. Et nous sommes embarqués là-dedans. Il y a beaucoup de nuages dans le paysage politique du pays et notre parti n'en est pas épargné. Mais est-il que nous avons fait le rappel de troupes parce qu'il est toujours dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Exact. Nous sommes en train, avec mes amis du parti, en train de fureter un peu l'avenir du pays et l'avenir de notre environnement politique pour savoir comment nous pouvons nous y déterminer. Monsieur Chérubin, je dis que vous étiez ou vous êtes un habitué de cette émission et pendant toutes les émissions que nous avons eues avec vous dans cette émission, vous avez toujours lutté pour une république démocratique, vraiment démocratique et où les gens vivent bien. Aujourd'hui, vous êtes député. J'allais vous demander, est-ce que vous avez trouvé finalement ce pourquoi vous vous êtes battu pendant tout ce temps? Pas du tout, pas du tout. Au risque même de vous décevoir. Parce que vous savez, la génétique du pouvoir démocratique, républicain que nous cherchons doit partir des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles. Lorsqu'on ne lit pas tous ces attributs de la crédibilité d'élections démocratiques, ça pose de problèmes parce qu'on risque de se retrouver avec certains dirigeants qui n'ont pas la véritable légitimité. Or, c'est la légitimité qui impose également la redevabilité parce que on se sent issu de ceux qui ont porté leur choix sur soi. Donc, c'est extrêmement important avec les soubresauts que nous avons connus dans notre processus électoral. Aujourd'hui, avec la majorité mécanique que le FCC s'est constitué, le peuple est en train de déchanter parce que ceux qui tiennent les arcanes du pouvoir ne voyaient pas l'intérêt supérieur de ce peuple. On a beau promis, d'ailleurs, même leur partenaire de l'UDPS, qui a promis de mettre le peuple au centre de préoccupation. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Aujourd'hui, il appartient à ce peuple
de se poser des questions. Est-ce que c'est moi qui prime par rapport aux rétrocommissions? Est-ce que c'est moi, peuple congolais, qui prime par rapport à cette gestion calamiteuse de la République? Est-ce que c'est moi qui prime, donc peuple congolais, par rapport à toutes ces querelles byzantines qui ne font que distraire et exaspérer la misère du peuple? Alors, je disais tout à l'heure, la question qui se trouve sur toutes les bouches, dans toutes les bouches, si vous voulez, aujourd'hui, c'est cette affaire de mise en accusation du chef de l'État, initiée par le pasteur Théodore Ngoy, soutenu par Martin Fayoulou. Est-ce que ce n'est pas de la distraction? Est-ce que ça vaut la peine de lancer aujourd'hui cette affaire de mise en accusation du chef de l'État? Bon, vous-même vous dites que ça se retrouve dans toutes les bouches. Malheureusement, ici chez nous, dans la praxis politique, on donne plus d'importance à de faits divers. Je considère que nous sommes dans un État qui se veut une véritable république où il y a la liberté d'expression. Si un compatriote réfléchit, même à haute voix, pour dire qu'il y aurait possibilité de mettre en accusation le chef de l'État, on ne devrait pas s'en émouvoir outre mesure pour que ça devienne comme un credo national qui doit faire vibrer tout le monde. Non, pas du tout. Encore faudrait-il s'interroger sur la procédure de la mise en application, en accusation du chef de l'État. Si on s'est apaisanti, moi, chez Ruben Okende, je ne suis pas tenté de verser dans ce débat qui n'est qu'une distraction pendant que notre peuple est en train de souffrir, pendant que la gouvernance de l'État aujourd'hui laisse à désirer, pendant qu'à l'est du pays, on continue à piller, à tuer, à violer, pendant que le fonctionnaire de l'État continue à mijoter dans la misère. Pas de salaire décent. L'économie du pays est aujourd'hui à un niveau tel que nous devons nous poser des questions. Je suis député, vous l'avez dit, mais est-ce que la question pertinente ne serait-elle pas de dire aujourd'hui, après ce temps que nous avons parcouru, nous députés, sommes-nous fiers du travail que nous abattons? Moi je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il y a même de frustration, il y a de blocage de nos initiatives parlementaires en tant que députés pour contrôler l'exécutif et imposer les desiderata de notre peuple. Ce sont là les questions fondamentales qui devraient aujourd'hui focaliser l'attention et de responsables que nous sommes et de notre peuple si nous voulons rester dignes de représenter ce peuple-là. Dans les institutions, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a un mariage contre nature qui a apprivoisé le pouvoir du peuple dans la coalition FCC-Cash. Eux-mêmes, ne prenant pas conscience des enjeux de la République, sont en train de se distraire dans des chamailleries inutiles et ne s'adonnent pas au travail que le peuple attend. Donc toute la situation du pays est catastrophique. En allant dans le secteur politique, la confusion totale, nous voulons qu'il y ait des réformes pour nous amener à des élections transparentes, inclusives et crédibles. On ne veut pas impulser ces réformes-là. D'ailleurs, il y a même des tentatives de tricherie. Rappelez-vous l'entérinement frauduleux de Ronsard Malonda, qui a même débordé le débat du Parlement, de l'Assemblée nationale, jusqu'à aller dans la rue. Et tout cela, ce sont des signaux pour nous démontrer que nous sommes en pleine crise. Et les répercussions de cette crise se font sentir sur le plan économique, social, sécuritaire, et j'en passe. Tout à l'heure, sur la mise en accusation du chef de l'État, vous dites qu'on aime bien se focaliser sur les divers. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est gravissime au cas où le président serait mis à l'accusation et que, effectivement, la justice, dans un état de droit, s'occuperait de cette mise en accusation? Sa place resterait vide. Entre nous. Oui. C'est cela la spéculation que nous voudrions bien éviter à notre peuple. C'est une distraction. Pour arriver à la mise en accusation, il faut actionner le Sénat, l'Assemblée nationale. Et qui sont majoritaires là-dedans? Ce sont les partenaires du président de la République actuelle. FCC Cash dans leur coalition. FCC Cash vont décider de mettre en accusation le président Félix Tshisekedi. Je ne sais pas.
Si nous doutons de cela déjà, pourquoi voulez-vous réprimer quelqu'un qui s'exprime librement? Martin Fayulu, en tant que républicain, démocrate, il réfléchit librement pour dire, en tenant compte de tel fait et tel autre, en tout cas, normalement, le président de la République devrait être mis en accusation. Un autre avocat se dit, oui, je vais actionner les mécanismes de cette mise en accusation. C'est le pasteur Théodore Ngoy. Mais attendons voir avec quel mécanisme il va procéder à la mise en accusation. C'est à ce moment-là que nous allons nous rendre compte des faits. Parce qu'au fait, ceux qui s'agitent tout autour, moi je me dis, bon, ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, et cela renforce davantage notre lecture sur la fameuse coalition FCC-CACH, qui est un mariage contre nature, dont le peuple congolais n'a pas besoin, et dont les conséquences font souffrir aujourd'hui le peuple congolais, parce que nous n'avons plus un État dirigé suivant les normes d'une véritable république. L'Assemblée nationale, du fait de cette coalition, ne s'est pas actionnée de manière responsable le contrôle parlementaire. Et on voit deux ministres aujourd'hui, le Premier ministre et son gouvernement ont fait une année. Nous devons être capables d'évaluer toutes les promesses que le Premier ministre a pu donner dans le programme du gouvernement. Ne spéculons pas, mais disons-nous, sur le plan politique, qu'est-ce qui a été fait? Nul aujourd'hui, parce que même nos frontières restent poreuses, il y a des forces étrangères qui continuent à faire leur promenade de santé chez nous, mais en tuant des Congolais, et les exemples sont légion. Sur le plan social, sur le plan économique aujourd'hui, quelle est la valeur du franc congolais? Et quel est le pouvoir d'achat du Congolais? Le fonctionnaire de l'État, le policier, on lui paye combien aujourd'hui? C'est cela le débat qui devrait nous intéresser, plutôt que la distraction, la digression, la diversion pour une quelconque mise en accusation. Oui, quand vous dites que le bilan que vous faites est nul, vous croyez que si Ensemble pour le changement était au pouvoir, la situation serait différente? Ah oui, bien entendu. C'est avec conviction que je le dis. Parce que, facile à dire, non? Vous savez, nous avions fait une évaluation de la situation politique de notre pays, et nous avons même arrêté un programme, les 7 piliers de l'action de Ensemble pour la République, avec celui que nous avons comme leader et que nous avions comme candidat à la présidence de la République, c'est Moïse Katumbi. Mais rappelez-vous que des contraintes, que des empêchements que Moïse Katumbi a subis, jusqu'à des tentatives de faire de lui un apatride. Donc vous comprenez qu'il a été empêché, et dès lors nous avons trouvé des difficultés pour appliquer la vision, le programme d'action que nous avions. Mais rappelez-vous que dans cette vision, nous planchions déjà sur le montant budget de 100 milliards de dollars, en disant que ce n'était pas impossible avec les ressources que nous avons. Et d'autres, par mimétisme, par imitation, ont aussi planché autour de 86. Donc, suivez mon regard, je ne voudrais citer personne ici pour demeurer politiquement correct. Mais ils ont été capables. Mais on vous comprend bien. Vous comprenez? Mais vous êtes en train de vous moquer des autres. Est-ce que non, je ne me croyez pas que ce que vous faites, c'est justement une erreur politique? Le dire est facile. Non, ce n'est pas une erreur politique. Difficile. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas une erreur politique. Nous devons assumer nos positions politiques. Aujourd'hui, ils ont usurpé le pouvoir du peuple, et maintenant, ils doivent en répondre. Ils ont promis, s'il vous plaît. En tant qu'opposant. S'il vous plaît. Mais c'est cela faire l'opposition républicaine. Oui. Savoir. C'est mieux de critiquer, mais difficile de faire. Je ne sais pas ce que vous appelez critique. L'art est difficile. La critique est aisée. Je ne sais pas ce que vous appelez critiquer. C'est analyser pour faire ressortir et l'effet positif et l'effet négatif. Je suis en train donc de critiquer l'action gouvernementale. Et cela est légitime. Et je suis fier de pouvoir le faire en tant qu'opposant, oui, parce que je n'incite pas les gens dans la violence, dans la rue. Nous devons réfléchir. Et eux, s'ils ont des oreilles pour entendre, ils doivent aussi s'interpeller, faire l'introspection. Monsieur Luc, en tant que député, j'étais dans la salle de congrès, dans l'hémicycle du Palais du Peuple,
lorsque le Premier ministre est venu présenter son programme, l'analyse de ce programme, informez-vous, a dégagé des incongruités que nous n'avons pas cachées au Premier ministre pour lui dire: monsieur, si vous voulez faire réussir votre programme, évitez telle incongruité, parce que c'est de la poudre de perlimpinpin. Vous n'y arriverez pas. Ben, ils n'ont pas suivi. Aujourd'hui, il est de notre devoir. Si aussi la gestion de l'Assemblée nationale n'était pas complaisante à cause de cette coalition FCC cash, nous aurions bien arpenté le contrôle parlementaire. Nous aurions aujourd'hui des ministres qui ne devraient pas rester au gouvernement parce qu'ils n'ont même pas tenu compte de leur propre programme. Donc il y a un aveu manifeste d'incapacité de ceux qui gouvernent la République, et voilà pourquoi cela se répercute sur la souffrance, la misère obscure du peuple congolais. Nous ne devons pas fermer l'œil, vous-même aussi. Même si vous restez sur votre fauteuil de journaliste pour me poser des questions, en âme et conscience, vous savez que dans cette République, ça ne marche pas. En âme et conscience, vous savez que la misère de notre peuple a franchi des limites du tolérable. En âme et conscience, vous savez également que notre pays, dans son intégrité, est constamment menacé. Nous pouvons perdre le Congo. Le plan de balkanisation aujourd'hui commence à se dessiner encore avec beaucoup plus de menaces que par le passé. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait même promis d'installer son quartier général à l'est de la République, qu'il était prêt. Je touche du bois, je ne lui souhaite pas la mort, ok? Je suis prêt à mourir pourvu qu'il y ait la paix dans ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la paix dans ce pays? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut convaincre le Congolais qu'il travaille réellement pour cette paix, pour consolider cette paix? Le président Félix Tshisekedi a promis, en suivant feu président Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Il a promis de mettre le peuple au devant de toutes ses préoccupations, de son action politique. Est-ce qu'aujourd'hui ce peuple peut le regarder dans les yeux pour dire non, je suis au devant des préoccupations du président de la République? C'est cela le débat républicain que nous voudrions bien suivre. Parler du Congo, pas d'individus, parler de ceux qui nous dirigent, pas en tant que personne physique, mais en tant que responsable de la République incarnant les institutions de notre pays. Donc c'est cela le véritable débat. Et si nous suivons ce schéma, nous ne serons plus distraits par des querelles byzantines de cette fameuse coalition FCC cash qui est en train d'échouer devant le peuple congolais. À l'Assemblée nationale, vous trouverez que certaines initiatives pour que le député joue son rôle de contrôleur de l'exécutif sont bloquées. Les initiatives, surtout lorsque cela émane de l'opposition, même pour assainir le processus électoral, sont bloquées. Le rapport de la CENI, qui a déjà été distribué aux députés, traîne à être examiné pour qu'on en tire des leçons pour corriger le processus électoral. Vous avez vu, je venais de l'évoquer aussi, cette tentative d'imposer un président à la CENI. Mais avec quelle idée derrière la tête? De régenter encore une fois la fraude électorale pour nous amener à un processus électoral chaotique et continuer de tricher. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets tant qu'on n'aura pas mis des dispositions pour éviter la tricherie et un processus électoral chaotique. Nous continuerons toujours à mijoter dans la crise de légitimité et la misère de notre peuple. Donc, vous pensez que la démarche de 13 personnalités pour la réforme électorale dont vous parlez si aisément en tant qu'opposant est une démarche déjà vouée à l'échec, ou est-ce qu'il faut oser pour changer les choses et changer la donne véritablement? Je vous ai demandé tout à l'heure, croyez que si Ensemble pour la République était aux commandes du pays, les choses seraient différentes, et vous avez dit oui, ce serait différent. Je me suis dit, c'est facile pour dire
difficile pour faire. C'est votre point de vue, mais moi je suis un républicain et je crois en des vertus républicaines, aux valeurs républicaines. C'est-à-dire que dans mon engagement politique, je m'évertuerai à appliquer ce que nous avons préconisé comme programme. Vous parlez de l'initiative du groupe de 13 personnalités. Je voudrais d'abord, avant d'évoquer les 16 initiatives du groupe de 13, replacer un peu la situation dans son contexte. Le contexte devrait être institutionnel en ce qui concerne le processus électoral. Nous sommes aujourd'hui après le 3e cycle électoral dans notre pays. Un peuple mûr, un peuple intelligent, rationnel, doit savoir s'arrêter pour observer un peu le passé et critiquer ce passé-là, pour arrêter de dispositions, pour rasseréner l'avenir. Nous avons tous besoin d'un processus électoral apaisé, d'une véritable démocratie pour prétendre, mettre en œuvre un véritable état de droit. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 cycles électoraux? Toujours à la fin, dans la ville de Kinshasa ici, après 2006, mais ça crépitait de balles, il y a eu mort d'hommes, il y avait la guerre, des affrontements armés dans la ville de Kinshasa, pour ne citer que Kinshasa. Cela veut dire qu'il y avait des choses à redire dans le processus électoral. La même chose, 2011, même la campagne électorale était émaillée de violence, d'incidents qui n'ont pas permis à ce que le processus se termine de manière apaisée. Il y avait toujours de revendications. Sachez que même le processus qui a abouti en 2018, c'est avec beaucoup de difficultés. Il y a eu un glissement qui ne disait pas son nom. Et donc, tous ces phénomènes chaotiques devraient nous amener à recentrer, à des réajustements qui puissent nous amener à un processus électoral crédible. Cela veut dire où tous les Congolais ont la capacité d'abord de se présenter, un processus indépendant, un processus inclusif, un processus qui a de la transparence dans les opérations pour rassurer tout le monde et éviter encore une fois la crise due à la confiscation de la vérité des urnes. Donc, l'initiative devrait être d'abord parlementaire. Et il n'a pas manqué d'initiatives là-dessus. Je rappelle ici que l'honorable Christophe Lutundula avait soumis, ça fait une année, une proposition de loi pour connaître de toutes ces questions du processus électoral. Ça a été bloqué par mauvaise foi, par le bureau de l'Assemblée nationale. Quand je vous parle de la coalition FCC-Cash, qui ne veut pas nous amener à un processus transparent, il y a cela. La loi ou le rapport de la CENI, je l'ai dit, n'est pas encore, sans raison valable, discuté au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous puissions proposer des mécanismes. Les tentatives d'imposition d'un président de la CENI ont même débordé le cadre de l'Assemblée nationale. Donc, le débat a quitté les institutions. L'initiative du groupe de 13 n'est pas partie ex nihilo. Nos compatriotes ont pris la dimension de cette crise pour dire, mais nous pouvons aussi proposer de bons offices pour que les Congolais puissent construire un consensus qui nous amène à résoudre les problèmes qui se posent dans ce processus électoral. Donc, extra-parlementaires, ils ont commencé à prendre des initiatives. Nous disons qu'il ne faut pas décourager. Quand il y a une situation de crise, même dans nos familles, peu importe la dénomination qu'on peut donner au pourparler, dialogue ou concertation, ma foi, l'essentiel c'est l'objectif que l'on doit atteindre, arriver à résoudre la crise. Et ils ont proposé, il n'y a pas que cette initiative, hein, bon, dans le cas d'espèce, il faut arriver à fédérer toutes les bonnes initiatives. Nous avons vu avec le professeur Bob Kabamba, l'Université de Liège, comme partie, tierce partie, pas partie prenante au processus électoral en République démocratique du Congo, devrait aussi amener son impartialité pour arriver à la construction de ce consensus. Mais vous savez que ceux qui ne sont pas prêts aujourd'hui à subir un processus transparent boudent de toutes ces initiatives. Ils boudent de toutes ces initiatives pour nous ramener
toujours dans cette dictature de la majorité mécanique. Parce que lorsque nous sommes à l'Assemblée nationale, même si la rationalité républicaine n'est pas respectée, il y a le mot d'ordre qui opère, on vous dira qui sont pour, et bon, comme des moutons de panurge, il y a des compatriotes qui vont voter pour même des dispositions qui ne sont pas bonnes. Alors c'est cela toute la problématique. Je dis ceci par rapport aux réformes. Nous pensons que ces réformes-là sont indispensables. Si et seulement si nous aimons le Congo et que nous voulons nous investir dans les valeurs démocratiques, nous devons privilégier ces réformes. Monsieur le député, vous dites qu'il y a de vos collègues qui votent comme des moutons de panurge. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu trop dur, un peu trop sec dans vos termes que vous utilisez? Non, c'est vous qui voulez, vous qui voulez simplement l'aggravation. L'initiative de l'Université de Liège vous aurait permis de féconder le passé pour engendrer l'avenir. Mais ça a été bloqué. Certains de vos collègues politiciens, j'allais mieux dire, ont boudé cette initiative. Est-ce que ça veut dire que dans la résolution des questions nationales congolaises, on n'accepterait plus les interventions extérieures? Est-ce que ce serait une négation de capacité congolaise pour résoudre les problèmes qui se posent à elle, comme la République, pour accepter l'apport extérieur comme celui initié par l'Université de Liège au travers du professeur Bob Kabamba? Eh bien, d'abord, je ne suis pas favorable à la stigmatisation. Je n'ai pas un jour facile, je ne pouvais pas caricaturer outre mesure mes compatriotes, surtout des compatriotes. Oui, moutons de panurge, quand même, c'est sorti de vous. S'il vous plaît, lorsqu'on parle comme de moutons de panurge, cela veut dire simplement qu'il y a un dictat de mots d'ordre, et à ce moment-là, l'homme se libère de sa capacité de discernement pour suivre le mot d'ordre. Et cela est évident. Sans réflexion, sans raisonnement. Et donc on suit, parce que c'est la tête du parti qui a dit. Et cela est d'évidence à l'Assemblée nationale, où à un certain moment on s'écarte de la rationalité pour dire la famille politique a donné tel mot d'ordre, bon gré mal gré, on vote pour. Bon gré mal gré, on vote contre. Sans réflexion. Vous savez que... Sans rationalité. Aller sonder, aller mener des enquêtes au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ce que malheureusement nous subissons, et c'est ce qui affecte également la crédibilité des honorables députés. Donc il n'y a pas que de mauvaises initiatives, mais il y a aussi le dictat de mots d'ordre qui affecte la décision de l'Assemblée nationale. Alors, vous avez parlé des initiatives. Initiative de l'Université de Liège, nous avons déjà parlé de l'initiative de nos compatriotes, le groupe de 13. J'avais ici précisé le fond de la pensée, et que lorsqu'on est dans une situation de crise, on s'ouvre à toutes les initiatives pour créer l'harmonie, trouver un compromis consensuel qui pourra faire avancer les choses. Cela veut dire qui pourra nous permettre de résorber la crise que nous sommes en train de déplorer. C'est cela l'initiative. Donc moi je crois que autant que nous, de notre côté, nous n'avons pas boudé l'initiative du groupe de 13, autant nous constatons que même le groupe de 13 est boudé par ceux qui ne veulent pas que nous puissions aboutir à un processus transparent. Et suivez mon regard, vous trouverez que le FCC boude, vous trouverez que Cash boude. C'est clair. Et c'est quelle coalition? C'est la coalition au pouvoir. Et par contradiction, vous verrez que c'est la même coalition qui, au lieu de démontrer une capacité de gouverner avec maîtrise, avec responsabilité, nous sommes aujourd'hui dans la foire.
la violence vient des partis qui sont au pouvoir, la violation même de certaines dispositions légales, inviolabilité de l'Assemblée nationale, du siège de l'Assemblée nationale, et j'en passe, des exemples sont légion, viennent toujours de cette coalition FCC-CACH. Au gouvernement, c'est comme si la notion de solidarité gouvernementale n'existe pas. Des gens qui peuvent se permettre de bouder le président de la République comme cela. Bon, vous savez, on cherche le petit pouls sur la calvitie des opposants pendant qu'il y a des monstruosités au sein de cette coalition. C'est cela notre débat. Il faut que nous puissions l'élever. Par rapport donc aux réformes de notre processus électoral, je dis quiconque qui aime cette République, a du respect pour le peuple congolais, doit appuyer les réformes qui puissent nous amener à un processus transparent, purement démocratique et crédible. Sinon, nous rentrerons toujours dans les cercles vicieux de crise de légitimité, avec comme répercussion crise économique, sociale, politique et j'en passe. Nous sommes en plein là-dedans. Donc, pour nous, dans Ensemble pour le changement, même en ayant reçu le groupe de 13, le président Moïse Katumbi a recommandé qu'on puisse arriver à fédérer toutes ces initiatives, qu'on évite le piège de cette dictature de la majorité numérique pour privilégier l'intérêt, la rationalité en faveur du peuple. Et cela ne pourra être possible qu'en construisant un consensus qui fera en sorte que toutes les parties prenantes puissent, disons, se plier aux résolutions qui pourront être entendues, et cela sans cette dictature de la majorité numérique. C'est totalement clair. Alors, que cela vienne du groupe de 13 ou d'une initiative comme l'université de Liège ou tant d'autres, pourvu que les propositions soient heureuses afin de résorber la crise, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, mais nous sommes très sceptiques dans les prismes de la coalition FCC-CACH qu'on arrive à un processus transparent. Et c'est pour cela que nous continuons à appeler le peuple congolais à la vigilance. Parce qu'au fait, la souveraineté lui appartient. Le processus électoral qui procède même de la genèse ou de disons, l'accouchement de la démocratie doit être contrôlé aussi par le peuple. S'il y a encore à la reprise ici de tentatives de pouvoir imposer l'entérinement frauduleux, que le peuple se prenne en charge, parce que finalement nous risquons d'être des guignols dans l'Assemblée nationale. Tout ce qu'on fait, nous subissons, même au détriment de la volonté du peuple. Tout ce qui aura comme dérapage par rapport au processus électoral, si cela est imposé au niveau des institutions, nous appelons le peuple réellement à se prendre en charge. Parce que finalement, et c'était ça d'ailleurs votre première question, en tant que député, est-ce que nous sommes à l'aise? Est-ce que nous sommes contents du travail que nous abattons? Sincèrement, non. Aujourd'hui, le député a perdu même de son honorabilité. Je me demande sincèrement si, avec ces pratiques non démocratiques nous imposées par la coalition FCC-CACH, si nous méritons encore le titre d'honorable. Certains d'entre nous en ont même honte. Donc moi je pense qu'il y a lieu de réajuster le tir. Aujourd'hui le député, par la faiblesse de son action, est devenu la risée de la société, et ma foi, est-ce que nous serons encore dignes d'être appelés à représentation nationale? C'est à nous de nous réajuster, et je pense que la tâche revient primordialement à ceux qui instrumentalisent leur majorité. Vous avez suivi ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque vous dites que le peuple se prenne en charge à la suite du tweet de l'ambassadeur du Rwanda. Le peuple s'est dit non, à Kasika il y a eu mort d'homme, ce monsieur ne peut pas rester en République démocratique du Congo. Le peuple a marché, il a été dispersé à coups de gaz lacrymogène. Est-ce que vous pensez que c'est ça ce que vous dites
la prise en charge du peuple par lui-même. Bon, dans un système démocratique, on le voit partout à travers le monde, le peuple souverain a son expression qu'il faut respecter. Si nos compatriotes trouvent qu'on a escamoté le génocide des Congolais et qu'aujourd'hui il y a à portée de la voix, pourquoi les autorités de la République interdiraient cela? Pourquoi? Mais l'essentiel, c'est de ne pas verser dans la violence. L'essentiel, c'est de ne pas verser dans des voies de fait. S'il y a des manifestations publiques non violentes, je crois que c'est l'article 26 de la Constitution qui le permet. Donc moi, je crois que c'est encore une fois des dérapages de ce système de gouvernance du FCC cash. Et je dois appeler à la vigilance du peuple congolais. Est-ce qu'il y a des autorités aujourd'hui qui peuvent se complaire du fait qu'on a tué, qu'on a enterré des femmes, des personnes vivantes, Akasika, Makobola et j'en passe, sans que le Congolais puisse rappeler à la mémoire de l'humanité qu'on ne puisse plus verser dans des crimes pareils, surtout que pareil crime est réputé imprescriptible. Donc moi je crois que c'est là également une interpellation au peuple congolais de voir si seulement l'autorité établie est favorable à la démocratie ou à la véritable prise en charge du peuple congolais. Nous ne sommes pas un peuple haineux, nous ne sommes pas un peuple xénophobe, mais bon, nous sommes quand même un peuple qui a sa dignité. Il faudrait que surtout nos voisins puissent aussi respecter la vie des Congolais. Nous ne sommes pas des mouches où on vient, on tue et on part. Il faudrait que nos autorités en prennent la dimension. Les mouvements citoyens qui ont manifesté, puis dispersés par la police, ont dit ce n'est pas tout. Nous y reviendrons jusqu'à ce que l'ambassadeur rwandais soit expulsé de la République démocratique du Congo. Vous croyez que ce schéma est logique et politiquement correct? Bon, de toutes les façons, je m'abstiens. Je n'ai pas été en concertation avec les mouvements citoyens qui ont lancé cette action. Je me dis, il y a la liberté d'expression et de manifestation reconnue à tout Congolais. Il faut maintenant pénétrer leurs revendications. Si c'est pour revendiquer de morts qu'il y a eu dans ce pays, je me dis, toute autorité congolaise digne de ce nom n'a aucun intérêt de pouvoir occulter la mémoire de nos compatriotes qui ont été assassinés, qui ont été tués. Aucun. Aucun. Donc moi je crois que au lieu d'aller dans la superficie de choses, nous devons entrer en profondeur pour savoir où est la dignité du peuple congolais et comment nous pouvons la rechercher. Être avec des autorités qui déjà manifestent leur incapacité même à défendre le peuple, à faire respecter la vision citoyenne de notre République, moi je crois que ça pose des problèmes sérieux. Alors, on signale la présence à Bunia, à Ituri, des miliciens du Codeco. Vous pensez que cette présence fragilise les institutions de la République? Est-ce que cela dit que vous avez dit, et vous aussi vous l'avez dit dans cette émission, je vais placer à l'Est l'état-major de l'armée? Voilà, malgré ce que vous avez dit. Pas moi, c'était le président de la République qui avait promis de le faire. Et vous l'avez répété ici. C'est notre président de la République malgré tout. Alors, il doit tenir ses promesses. Ce n'est pas... Que pensez-vous de la présence de ces miliciens à Bunia, à Ituri? Je risque de penser que vous plaisez en voyant ces incursions de forces négatives sur notre territoire. Et pourquoi vous dites ça? Vous croyez qu'on est ici pour s'amuser? Luc, ici c'est question de responsabilité. Je l'ai déjà dit. Le président Félix Tshisekedi, qui est le commandant suprême des forces armées, qui est le chef de l'État, la clé de voûte de nos institutions, doit assumer ses responsabilités. C'est impensable que nous continuions à donner, à être le ventre mou
où tous les bandits viennent faire des incursions et tuer nos compatriotes. C'est au président de la République de pouvoir s'assumer. Je connais pour peu Félix Tshisekedi comme un homme courageux, mais qu'est-ce qui l'empêche d'appliquer ce qu'il a promis au peuple congolais, d'imposer la paix, parce que c'est lui le commandant suprême de nos forces armées. Ceux qu'on est en train de tuer là-bas, ce ne sont pas des mouches, ce sont des Congolais. Imaginez que dans des centres d'examen d'État, qu'il y ait des bandits qui font irruption et violent les filles. Est-ce que c'est acceptable? Et même une seule personne, il y a eu mort d'homme. Ça doit éprouver davantage le chef de l'État parce qu'il est le premier des Congolais pour assurer notre sécurité à nous tous. Et cela interpelle davantage la coalition FCC Cash. Au lieu de distraire le peuple congolais avec des chamailleries inutiles, des querelles byzantines, il y a plus à faire dans la sécurité des personnes et des biens. À Lubumbashi, donc des tueries, vous ne pouvez pas imaginer. À Kinshasa, ici, aller à Boadi, aller à Mongafula, aller donc dans la périphérie de notre ville, l'insécurité règne. Voyons la situation même de nos infrastructures. Kinshasa, prenez ma circonscription de la Lukunga. Je suis déjà intervenu maintes fois pour Bianda, pour les routes, pour Marine, pour... Donc, il y a... ils m'ont un peu distrait, excusez-moi. Allez-y. Bon, donc, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire que ces distractions-là. Et c'est cela notre credo aujourd'hui. La vie du Congolais est aujourd'hui chosifiée. Le Congolais n'a pas de pouvoir d'achat. Le Congolais, avec aujourd'hui... les répercussions négatives que la pandémie va laisser sur notre économie, la situation ira de mal en pis. Alors il faut que ceux qui nous gouvernent, prennent la dimension de la chose. S'ils sont incapables, dans leur coalition, qu'on puisse revisiter les choses. Et tout ceci repose sur les épaules du président de la République. Et il doit, lui, montrer son leadership pour arriver à des solutions concrètes qu'attendent les Congolais. Notre République se porte très mal, et alors très mal. Alors, monsieur le député, ce dernier problème touche la population, une population qui ne travaille pas, qui n'a pas d'argent, mais à qui on impose certaines conditions. Covid-19. On dit, avant qu'un Congolais ne puisse se déplacer, il doit passer un test pour voir s'il est contaminé du Covid-19. Bonne chose. Mais il doit débourser 30 $. D'après certaines informations, dans certains milieux, on demande même plus, 5 $, et ainsi de suite, ainsi de suite. Que font les députés et que fait le député que vous êtes? D'abord, refixons les choses. Vous avez dit, le Congolais n'a pas de travail, le Congolais n'a pas de salaire décent, le Congolais... Vous avez raison. Mais ce gouvernement a promis la création d'emplois. Ce gouvernement a promis l'amélioration de la situation sociale des Congolais, en commençant par les fonctionnaires, les policiers, les enseignants, et j'en passe. L'évaluation maintenant, est-ce un gouvernement capable ou incapable? En tant que député, je dis, c'est un gouvernement incapable. Il n'a pas rencontré les desiderata du peuple. Ce n'est pas aux députés de créer l'emploi, ce n'est pas aux députés de distribuer des salaires. Non, c'est au gouvernement. C'est un gouvernement incapable de répondre aux problèmes des Congolais. Alors, le député, vous avez pris l'exemple du test Covid. Du test Covid. Revenons-en. D'abord, la gestion même de cette pandémie a été catastrophique. On a commencé par des tâtonnements. Rappelez-vous que le docteur Muyembe et son équipe avaient élaboré un plan de riposte où il y avait même des évaluations concrètes. Rappelez-vous également qu'il y a eu beaucoup de personnes de bonne volonté qui ont fait des donations pour soutenir la lutte contre cette pandémie. Mais le gouvernement doit être capable de nous dire
comment ils ont géré cette pandémie. Vous suivrez des controverses au sein même du ministère où les gens se sont rentrés. Le ministre voilà. dit avoir été exclu de la gestion. Ça ne rassure pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et le Ça ministre ne rassure dit pas. non, la gestion est transparente, ainsi de suite. Finalement. Eh bien, ça ne devrait pas se limiter à ce niveau. Revenons à la question de 30 dollars. Non, c'est fondamental. Les députés que nous sommes devrions avoir la capacité de mieux exercer nos prérogatives de contrôle parlementaire. Je vous ai encore dit ici, beaucoup d'initiatives sont bloquées par le bureau de l'Assemblée nationale et dans la complaisance FCC cache, on ne sait pas interpeller leur ministre. Et pour la plupart des fois, il peut y avoir des actions, mais lorsqu'on fait passer, après le mot d'ordre, au vote des députés, qui sont pour, qui sont contre, la majorité vote contre même ceux qui devraient concourir à l'amélioration de la situation de notre pays et de notre peuple. C'est clair. De Panurge, comme pour ne vous attardez pas cela, je ne voudrais pas écorcher mes collègues. Ok? C'est juste une expression pour dire que bon, on suit un peu presque à l'aveuglette le mot d'ordre dictatoriaux qui sont donnés. La problématique de ce 30 $ pour le test Covid. De toutes les façons, nous, dans Ensemble pour le changement, nous continuons à mobiliser pour le respect des mesures, des gestes barrières. Donc, continuez de porter vos masques, continuez à vous préserver, continuez parce que cette pandémie existe bel et bien. D'ailleurs, nous sommes en train de croire que c'est par la grâce du Seigneur qu'il y a aujourd'hui cette sorte d'immunité collective qui permet à ce que nous ne vivions pas l'hécatombe. Donc, restons toujours vigilants. Mais est-ce que les 30 $ qu'on nous impose, moi-même, après le déconfinement ici, j'ai déjà fait 2 déplacements. Je suis astreint à payer. On a fait le test et j'ai eu le résultat et tout ça. Mais on paye 30 $. C'était comment le résultat pour ne pas entrer dans le mien secret Non, je suis testé négatif. Ah, je suis testé négatif et il faut que nous continuions à nous préserver. Il faut que nous continuions à nous protéger. Donc, la pandémie existe et a fait des ravages. Oui. Donc, maintenant, la responsabilité de 30 $, ça va rester comme ça. C'est cela, la responsabilité de notre gouvernement. On devrait épargner au peuple un autre calvaire. 30 $, c'est beaucoup. Et combien de personnes voyagent? Et qu'est-ce qu'ils en font? C'est comme cette affaire ici de GoPass. Voilà. On a beau initier des actions à l'Assemblée nationale pour en connaître un peu. Pourquoi on impose autant d'années? Qu'est-ce que ça fait? Ça a été gelé, bloqué par le bureau de l'Assemblée nationale. Ce que je vous dis ici, en toute responsabilité, je pèse. Donc, si nous voulons, si le peuple congolais veut connaître la vérité, même par rapport à ces 30 $, moi, en tant que député, je n'aurais que exercer le pouvoir de contrôle parlementaire. Mais si cela est bloqué, à cause de la complaisance de la coalition FCC Cash, notre peuple ne sortira pas de l'auberge. Donc, des gens continueront à détourner l'argent de l'État, à se payer de rétrocommissions, à nous imposer de taxes, pour que de redevances diverses, mais cela n'est pas destiné à faire le travail d'intérêt public ou d'intérêt général. C'est ce qui est fortement malheureux. De tout cœur, je vous dis franchement merci, monsieur le député Chérubin Okende. Je dis que vous êtes président de FCIR, vous êtes le secrétaire général adjoint de Changement Ensemble pour le changement. Et donc, je vous souhaite bonne chance, bon vent dans votre travail de député. Je me rappelle que vous vous êtes vraiment battu corps et âme pour arriver là où vous êtes. Avez-vous dit vous-même que apparemment ce n'est pas ce que vous aviez tant rêvé? Nous pensons que les choses vont changer pour le mieux. À tous et à toutes, je dis merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. À vous, merci de vous être rendu disponible